Salut tout le monde, à travers cette nouvelle capsule vidéo, on va s'intéresser au zonage climatique et bioclimatique afin d'expliquer des répartitions spatiales lors d'études de cas. Un petit rappel s'impose sur le climat, et du moins la distinction entre le temps et le climat. Le temps se définit par les conditions atmosphériques sur un court laps de temps, alors que le climat décrit comment se comporte l'atmosphère sur des périodes relativement longues. Pour mieux comprendre le climat, il faut se rappeler de plusieurs facteurs qui l'influencent. Tout d'abord, on va parler de la latitude. Comme tu le sais, les rayons du soleil sont plus intenses au niveau de l'équateur. Ensuite, la radiation solaire, les températures résultent avant tout du rayonnement solaire, dont l'intensité varie en fonction de son angle d'incidence. Autrement dit, l'intensité est d'autant plus forte que le rayonnement est proche de l'équateur. Nous avons ensuite les précipitations. Elles sont causées par la rencontre de deux masses d'air humides et cyclonales de températures différentes. Reliées à des zones de haute pression et de basse pression, les précipitations abondantes se localisent à l'équateur et sur les façades occidentales des continents. Les zones sèches se trouvent surtout près des tropiques, dans les régions polaires et sur les façades orientales des continents. Pour le relief, il peut aussi avoir une grande influence sur les précipitations. Ce phénomène s'appelle l'effet orographique. Dans les vallées orientées est-ouest, il y a une grande différence entre le versant orienté vers le sud, qu'on appelle adrès, et le versant exposé au nord, qu'on appelle hubac. Ce dernier, donc l'hubac, est caractérisé par un ensoleillement extrêmement faible, pouvant être nul dans certains cas. L'adrès, lui, est caractérisé par un très bon ensoleillement et l'énergie reçue au sol est donc plus importante qu'en plaine. Pour l'altitude, la température décroît de plus ou moins 6 degrés Celsius à chaque fois qu'on monte de 1000 mètres, ou autrement dit 1 degré par 165 mètres. Plus on s'élève, moins la couche d'air est dense et moins elle retient la chaleur du soleil. Le cycle de l'eau est un petit peu plus complexe. Pourquoi ? Puisqu'en fait, le cycle global de l'eau correspond à l'ensemble des échanges d'eau entre atmosphère, hydrosphère et biosphère. L'eau est extrêmement mobile, ce qui lui permet de naviguer entre l'atmosphère et les réservoirs terrestres, et donc par exemple les océans, les nappes souterraines, les rivières, les lacs ou encore les glaciers. Sa mobilité est assurée par son changement d'état. L'eau peut être gazeuse, solide ou liquide. L'eau évaporée retombe localement sous forme de pluie, elle s'infiltre ensuite, alimente les végétaux et les nappes avant de s'évaporer à nouveau. L'eau contenue dans l'atmosphère et dans les sols joue un rôle clé dans la thermorégulation locale de notre planète. Ainsi, le cycle de l'eau influence le climat local. La circulation des courants marins, ils peuvent être chauds ou froids selon l'eau dans laquelle ils circulent. La température des vents en est donc affectée. Concernant la circulation atmosphérique, comme tu le sais, à cause de la rotation de la Terre, les masses d'air sont déviées via la force de Coriolis et les vents dominants changent selon la latitude. Les vents dominants ainsi que les précipitations dépendent de la circulation atmosphérique. Le réchauffement inégal de l'atmosphère par le rayonnement solaire provoque le déplacement des masses d'air. Les vents se répartissent ainsi selon le schéma suivant. Vent d'est, les alizés entre l'équateur et les tropiques, vent d'ouest aux moyennes latitudes et vent d'est dans les régions polaires. Pour la continentalité, à mesure que l'on pénètre à l'intérieur des continents, l'influence de la mer et des océans se fait moins ressentir et donc l'écart thermique s'agrandit. L'hiver devient plus rigoureux et plus long tandis que l'été est souvent plus court et plus chaud. L'influence de l'océan ne pouvant se faire ressentir vu la direction générale des vents, c'est l'humidité due à l'évapotranspiration des terres, donc forêts, marécages et des lacs qui fournit les précipitations. Concernant la proximité avec l'océan, la proximité d'une masse d'eau a un effet modérateur sur une surface de terre parce que la mer se refroidit et se réchauffe plus lentement que le continent. L'hiver y est plus doux et l'été plus frais. Et enfin, un autre facteur important, c'est la présence de végétation. Avec le phénomène d'évapotranspiration, la végétation absorbe la chaleur et dégage des quantités de vapeur considérables. Les régions dont la végétation est dense ont donc un taux d'humidité élevé, auquel correspond une amplitude thermique inférieure. Analysons d'un peu plus près les principaux climats. On va commencer avec le climat tropical humide, qu'on appelle aussi climat équatorial. Les températures sont élevées, les précipitations très importantes et l'amplitude thermique très faible. Deuxième climat, c'est le climat
tropical à saison contrastée. Les températures sont très élevées, les précipitations assez faibles et l'amplitude thermique également. Le climat tropical aride, qu'on peut aussi appeler désertique chaud, possède des températures très élevées, des précipitations très faibles et une faible amplitude thermique. Concernant le climat méditerranéen que l'on connaît nous un peu plus, on le sait, il fait partie des familles des climats tempérés. Il se caractérise par un ensoleillement important, de vents fréquents et des étés très chauds. Et les hivers sont plutôt doux, raison pour laquelle les températures oscillent entre 15 et 20 degrés Celsius. Les précipitations sont moyennes voire faibles et l'amplitude thermique varie de plus ou moins 20 degrés Celsius entre l'été et l'hiver. Pour le climat tempéré océanique, les températures sont souvent inférieures à 20 degrés Celsius. Les précipitations sont moyennes puisqu'elles sont légèrement supérieures à 500 mm et l'amplitude thermique oscille entre 0 et 15 degrés. Et petite info, évidemment, vous l'aurez remarqué, mais je le précise quand même, c'est le type de climat que nous avons chez nous, en Belgique. On arrive au climat tempéré continental aride ou désertique froid. Les températures oscillent entre 0 et 15 degrés. On est plutôt sur un climat sec puisque c'est inférieur à 250 mm par an et l'amplitude thermique est assez élevée. Pour le climat continental froid, qu'on peut simplement appeler climat froid, les températures sont de maximum 10 degrés Celsius, les précipitations inférieures à 500 mm et l'amplitude thermique ici est élevée, très importante, puisqu'elle est supérieure à 20 degrés Celsius. Et enfin, pour le climat polaire, c'est évidemment un climat très froid puisque les températures sont bien généralement inférieures à 0 degrés Celsius et donc négative. Au niveau des précipitations, ce serait une idée reçue de penser qu'il pleut ou neige énormément puisqu'elles sont bien généralement inférieures à 500 mm par an. Et là, l'amplitude thermique est assez élevée. Voici un premier exemple concret que le professeur pourrait te demander, c'est d'associer un espace à une zone climatique. Autrement dit, lorsqu'il te donne un document, il peut te demander, dis-moi dans quel climat ou du moins quelle zone climatique sommes-nous ici. En observant le climatogramme ou diagramme ombre thermique, on voit que la température moyenne du mois le plus chaud est supérieure à 10 degrés Celsius, que les saisons été-hiver sont bien définies, que la saison sèche est en été, que les précipitations du mois estival le plus sec sont inférieures à 40 mm et que la température moyenne du mois le plus chaud est supérieure à 22 degrés Celsius. Nous sommes donc dans un climat méditerranéen et si on veut être encore un peu plus précis, puisque normalement c'est le cas en 4e année, on doit utiliser la classification de Köppen. Et du coup, ici, on est plutôt sur un climat tempéré chaud à été chaud et sec, et donc CSA. Deuxième climatogramme, et on peut voir que les températures sont majoritairement négatives, donc on se penche tout de suite sur un climat froid ou un climat polaire. Alors comment distinguer la différence entre les deux? Il suffit de regarder la température moyenne annuelle qui est de moins 12,8 degrés Celsius, donc presque moins 13 degrés Celsius. Étant donné que cette moyenne est évidemment inférieure à 0 degré, on penche plutôt sur un climat polaire. Encore une fois, si on veut être plus précis, en utilisant la classification de Köppen, puisqu'on voit ici que le climat c'est ET, on est plutôt sur un climat polaire de toundra. Troisième et dernier diagramme ombre thermique, on peut voir que les températures oscillent entre 13 degrés et 28 degrés Celsius, que les températures sont malgré tout très chaudes en été, et la particularité c'est qu'on peut voir ici de mai à octobre et il n'y a aucune précipitation. Ça c'est vraiment les caractéristiques du climat tropical aride, donc là où il ne pleut presque pas, c'est inférieur à 250 mm par an. Et encore une fois, si on veut être un peu plus précis et utiliser la classification de Köppen, on est plutôt sur un climat donc BWH et donc climat désertique chaud et sec. Voici maintenant une carte de la répartition mondiale des biomes sur Terre. À chaque catégorie de biome correspond un type de végétation spécifique qui s'accompagne de certaines espèces animales. En 4e année, tu devrais être capable d'associer un biome à un climat. Premier biome, c'est le biome de toundra. Au niveau des températures, il fait très froid, entre moins 30 et 10 degrés Celsius en moyenne. Les précipitations sont faibles, donc je ne mets qu'une goutte d'eau ici pour que tu comprennes mieux. Pour la végétation, c'est principalement des herbacées, lichens et pas d'arbres, donc ça c'est une caractéristique bien spécifique. Pour la faune, on a de grands herbivores, notamment avec un bœuf musqué, des rennes, quelques prédateurs et des oiseaux en été. Et la particularité, c'est qu'on retrouve un pergélisol. Concernant la localisation géographique du biome de toundra, on les retrouve plutôt ici au niveau des pôles, que ce soit nord ou sud. Et sans grande surprise, le biome de toundra est associé à un climat polaire.
La taïga, qu'on appelle aussi forêt de conifères, connaît des températures extrêmes. On va de -50 à 20 degrés Celsius. Les précipitations sont très faibles, on connaît même des mois secs. Pour la végétation, c'est principalement des pins, sapins et autres conifères. Pour la faune, on a une grande diversité de mammifères et surtout des oiseaux migrateurs. Et au niveau de la particularité, eh bien, je vous laisse découvrir, c'est le plus vaste biome terrestre. On voit aussi qu'il se situe uniquement dans l'hémisphère nord, et donc sans grande surprise, la taïga est associée à un climat froid. Troisième biome, c'est la forêt tempérée. Les températures varient entre 0 et 35 degrés, donc l'amplitude est assez grande. Les précipitations sont moyennes. Au niveau de la végétation, plusieurs strates de végétation, des arbres à feuillage caduc dans l'hémisphère nord, on dit qu'un arbre est caduc lorsqu'il perd ses feuilles à l'automne, ça tu le sais déjà, j'imagine, et même des eucalyptus en Australie. La faune est très diversifiée et la particularité, c'est qu'on trouve surtout ce biome dans l'hémisphère nord. La forêt tempérée est donc associée à un climat tempéré continental. Pour le biome de steppe qu'on appelle aussi prairie tempérée, les températures sont très froides en hiver et assez chaudes en été. Les précipitations sont assez faibles, même si on a des hivers secs et des étés humides, on connaît des sécheresses assez fréquentes. Pour la végétation, ce sont surtout des céréales, des roseaux, bambous, etc. et d'autres plantes herbacées que je ne vais pas évoquer ici. Pour la faune, ce sont des grands herbivores comme les bisons. La particularité, c'est que ce sont souvent des terres utilisées comme terres agricoles. Au niveau de la localisation géographique, on retrouve des steppes aussi bien dans l'hémisphère nord majoritairement, mais aussi dans l'hémisphère sud, et on l'associe à un climat aride continental. Passons maintenant au biome de prairie, qu'on peut aussi appeler forêt méditerranéenne, voire biome chaparral. Les températures sont assez élevées, pas extrêmes mais assez chaudes quand même. Les précipitations sont assez faibles, donc on connaît évidemment des mois secs. Pour la végétation, c'est plutôt ici des arbustes et donc de petits arbres. Et pour la faune, de nombreux amphibiens, oiseaux, lézards, serpents, petits mammifères et d'autres insectes. Sans grande surprise, le biome de prairie, qu'on appelle aussi donc biome méditerranéen, se retrouve majoritairement en Méditerranée, mais pas que. On peut voir ici sur l'ouest des États-Unis, donc au niveau de San Francisco, qu'il y a aussi un biome de prairie. Au niveau du Chili et donc de Santiago aussi, le Cap en Afrique du Sud et même en Australie. Le biome de prairie est donc associé à un climat méditerranéen, sans grande surprise encore une fois. Le biome de savane connaît des températures assez élevées, des précipitations assez faibles. Au niveau de la végétation, c'est principalement des arbres dispersés et graminées adaptés à la sécheresse. Mais on retrouve surtout de grands mammifères herbivores et leurs prédateurs, que vous connaissez tous, et des insectes. Et la particularité, c'est que c'est une végétation adaptée au feu. La savane est surtout localisée dans l'hémisphère sud et est associée à un climat tropical à saison contrastée. Passons au biome de forêt tropicale humide. Les températures sont assez chaudes, les précipitations extrêmes puisqu'il pleut en moyenne donc sur l'année entre 2000 et 4000 mm par an. La végétation est très dense et la faune très riche et diversifiée. Au niveau de la particularité, c'est que c'est le biome qui habite la plus grande diversité d'espèces animales. Le biome de forêt tropicale humide, comme vous le voyez, est surtout situé le long de l'équateur et donc est associé au climat équatorial qu'on appelle aussi climat tropical humide. Pour le biome désertique, les températures sont très variables puisqu'il fait très chaud en journée mais évidemment très froid la nuit. Sans grande surprise, les précipitations sont très faibles. Au niveau de la végétation, il y en a évidemment très peu, et pour la faune, des petits animaux tels que des lézards, des serpents, insectes, araignées, etc. Et au niveau de la particularité, il y a de nombreuses adaptations des plantes et animaux pour faire face à la sécheresse. Pour le biome désertique, on l'associe au climat tropical aride. Voici un exemple concret que votre professeur, encore une fois, pourrait vous demander, c'est d'associer un biome à une zone climatique, et donc il vous suffit de reprendre le tableau de synthèse suivant. Autre exemple, le professeur pourrait vous demander de faire référence au zonage climatique et bioclimatique pour expliquer une répartition spatiale. On pourrait donc vous demander pourquoi retrouve-t-on une telle végétation à l'approche du Sahel. Et donc vous devrez faire une relation entre le climat et le biome et dire par exemple que les précipitations et températures déterminent un type de végétation dans un milieu. Autre exemple, on pourrait vous demander pourquoi retrouve-t-on de tels aménagements pour accéder à l'eau en Catalogne. Et enfin, on pourrait aussi vous demander d'expliquer la répartition de la population en faisant référence au climat, biome, culture et donc élevage. En conclusion, on voit qu'il y a donc une relation entre climat et biome,
Les températures et les précipitations déterminent évidemment un type de végétation dans le milieu. La base de la pyramide concerne les températures élevées, alors que le sommet, lui, les températures plutôt froides. De plus, au plus on est à gauche, au plus le climat est humide, au plus on est à droite, au plus il est sec. Et donc, dans les régions tropicales, on retrouve plutôt des forêts humides, savanes ou des déserts. Dans les régions tempérées, plutôt des forêts tempérées, prairies tempérées et déserts. Dans les régions subarctiques, c'est plutôt ici le biome de taïga, et enfin au niveau de l'Arctique, c'est plutôt de toundra. Et pour terminer avec une touche de précision, on se rend compte donc qu'on peut évidemment établir des climatogrammes à partir de moyennes annuelles issues de différentes régions du biome, mais il faut bien faire attention à ne pas trop simplifier, car on voit ici que les limites entre les biomes ne sont pas aussi nettes que certains schémas semblent l'indiquer.